Un verbe qui résume mon engagement pendant le Covid, je dirais impliqué. Je dirais oser, Réagir. Se mobiliser. réagir. Donc, je suis politologue de formation et je travaille aux côtés d'Andrea Rea sur plusieurs recherches en fait, qui s'intéressent au creusement des inégalités sociales et de santé en période de crise sanitaire. Et j'ai eu la chance de mener avec Andrea cette étude sur les invisibilisés et le Covid-19 sur l'année 2021. On a décidé de viser 6 publics. Les 6 publics qui ont été visés, ce sont les sans-papiers, les sans-abri, les jeunes, en précarité surtout, les familles monoparentales, les personnes qui souffrent d'assuétude ou qui sont des usagers de drogue, et puis les travailleuses et les travailleurs du sexe. Donc on voit que ce sont des publics très particuliers que nous avons choisis, parce que bien sûr ce sont des publics qui sont précarisés, qui sont marginalisés, mais ils sont aussi avec une caractéristique morale qui est très forte, ce sont des gens qui sont ou qui souffrent de ce qu'on appelle en sociologie d'un discrédit moral. Et parce qu'ils sont discrédités, c'est-à-dire qu'en fait ils ont des comportements que l'on va considérer comme étant déviants par rapport à ce qui est les valeurs et les normes de la société, et parce qu'ils sont et ils souffrent de ce discrédit moral, en fait ils sont aussi stigmatisés. Et donc c'était important de voir ce public-là, parce qu'ils souffraient quelque part de 2 caractéristiques des processus de marginalisation et d'exclusion, qui est à la fois une précarité socio-économique, mais qui est aussi une condamnation morale de la manière qu'ils ont de vivre en société. Je dirais que ce qui a été le plus marquant, c'est que des situations fragiles de base ont complètement décompensé. Donc voilà, au niveau de la santé mentale, donc des personnes qui trouvaient un peu en équilibre avec une santé mentale clairement fragile, se retrouvaient vraiment isolées, en difficulté, avec des arrêts de traitement, des problèmes financiers. On a eu beaucoup de violences intraconjugales, on a eu beaucoup de tensions au sein des familles parce que difficultés dans l'accès au logement, difficultés professionnelles, perte d'emploi, un vrai stress vécu tant par les parents, dans les enfants. On a eu beaucoup de décrochage scolaire aussi. Les adolescents, on a eu une augmentation du surpoids, on a eu une augmentation de la consommation de sucre, on a eu une augmentation des troubles dépressifs de manière générale. Les relations humaines de face à face ont considérablement diminué, quoi. Et donc tout ça, ça a un impact énorme sur la santé mentale. Et j'irai même encore plus loin, des mamans qui n'ont pas forcément un problème de santé mentale avant la crise sanitaire, l'ont développé pendant la crise sanitaire. Il faut savoir qu'au-delà du fait que les logements ne sont pas adaptés à la composition familiale, j'ai entendu souvent des mamans, après la crise sanitaire, dire « on n'a même pas un balcon pour prendre l'air ». Que ce travail s'est transformé avec le Covid en travail de crise d'urgence pour toutes les travailleuses et les travailleurs du sexe en Belgique. On a fait des appels aux dons privés. On était les seuls à être sur le terrain, donc en fait, je déborde un petit peu déjà sur ce qui s'est passé pendant le Covid, mais c'était assez terrible parce que ça a mis en exergue une situation de non-droit que nous dénonçons depuis longtemps et pour laquelle depuis très longtemps, et on n'est pas les seuls, les associations comme Violette, Espace P, alias Boys Project dénoncent aussi, il y a une situation de faux contrats ou de pas de vrais droits et donc de beaucoup de personnes qui se sont retrouvées complètement sur le carreau, qui n'avaient pas le droit aux revenus passerelles. Il y a des personnes qui sont sans papier aussi ou qui n'ont jamais fait de demande d'aide sociale parce qu'elles et ils se débrouillaient. Et là, toutes ces personnes se sont retrouvées sans aucun droit. Des personnes qui se sont retrouvées dans l'incapacité de payer leur loyer, ça a été d'autant plus difficile au moment du second confinement, puisque le premier confinement, la plupart des personnes ont respecté les mesures gouvernementales et les recommandations, et ont vécu comme elles et ils ont pu sur leurs économies, ce qui a été beaucoup moins possible durant les confinements qui ont suivi. Et du coup, donc, des personnes qui se retrouvent dans l'obligation de travailler pour subvenir à leurs besoins, mais un travail qui est d'autant plus clandestin qu'il y a une interdiction et une véritable chasse qui s'est mise en place pour empêcher ces personnes de travailler. Et donc avec toutes les répercussions que ça a quand on clandestine une activité. En mars 2020, quand on a décidé que voilà, c'était le confinement, plein de services qui aident
ou qui accompagnent les personnes sans papier ont fermé et ont dû travailler en télétravail, en distanciel. Notre public, les personnes sans papier, se sont retrouvées du jour au lendemain, en quelque sorte, un peu abandonnées par les institutions ou les personnes qui les aident en temps normal à contacter l'Office des étrangers, à leur expliquer la situation par rapport à leurs droits. Et donc, ça a été très frustrant pour ces personnes. Ces personnes travaillent au noir, donc elles sont dépendantes des patrons encore plus que les personnes avec papier. Et donc, l'exploitation était un risque, pas un risque, une réalité pour ces personnes. Du jour au lendemain, elles se sont retrouvées aussi sans revenus. Et elles ne pouvaient pas, comme les avec papier, bénéficier de l'aide du filet social qui était là pour avoir un complément ou un revenu de remplacement. Une des questions qui s'est assez rapidement posée était par exemple le fait que pour accéder à un test de dépistage Covid, il fallait un numéro de registre national. Alors, pour les personnes sans papier, à l'époque, il n'y avait pas de solution pour l'accès au test et donc pour l'accès au dépistage aussi. Assez rapidement, la même question s'est posée au niveau de la vaccination. Et puis, de façon générale, des grandes difficultés qu'il y avait déjà, par exemple, dans le traitement des décès, dans des procédures de rapatriement de corps, par exemple. Ce sont toutes des procédures qui ont été entravées par le contexte sanitaire et le confinement généralisé. L'accès à la santé sexuelle et reproductive pour les femmes, le suivi de violences sexuelles, l'accès à l'avortement, ce sont aussi des grandes difficultés qui se sont posées à l'époque avec la fermeture de toute une série de guichets. L'impact, c'était que vraiment ces personnes en rue étaient littéralement enfermées dehors. Elles n'avaient plus accès à toute une série de services de base. Et alors, l'accessibilité était rendue encore plus difficile puisqu'il des services comme les syndicats, les mutuelles, les CPS, parfois n'étaient accessibles que via un téléphone ou via Internet. Pour des personnes qui parfois ne savent pas bien gérer, ne savent pas utiliser ces outils ou n'ont pas accès à ces outils tout simplement, ça signifiait sur le terrain qu'on s'est rendu compte que des personnes n'avaient même plus accès à des revenus, parce qu'ils n'arrivaient pas à contacter leur CPS ou n'arrivaient pas à contacter le bureau de chômage. Les usagers les plus précarisés viennent nous trouver en nous disant voilà, on est en rue, la police ne veut pas qu'on soit sur les places ou dans les lieux habituels, on est orienté vers le SAMU ou vers des maisons d'accueil qui prennent encore du monde à ce moment-là. Pas mal se retrouvent aussi dans les squats et je sais que c'est un moment où pour les usagers de nos services qui sont les plus précarisés, on se retrouve avec toutes les stratégies de survie de ces consommateurs de rue qui tombent. C'est tout bête, mais il n'y a plus d'Horeca, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de poubelles de restaurants, il n'y a plus d'accès à de la mendicité, il n'y a plus personne qui est dans l'espace public. Donc toutes les stratégies de survie qui sont en général déployées par ce public ne peuvent plus s'activer. Et donc on a des gens qui arrivent chez nous dans les premières semaines et qui ont faim, qui ne savent plus où aller se doucher, qui ne savent plus où aller aux toilettes. Donc on est quand même dans des situations de saut de pauvreté, de saut de précarité dans un public qui est déjà fragile. Je vais principalement me concentrer sur les jeunes qui sont en procédure d'asile. Ils sont hébergés dans des centres qui sont gérés par Fait d'Asile et par la Croix-Rouge. Ces centres étaient, lors du Covid, fermés. Ils étaient souvent en situation de quarantaine parce qu'en fait, comme il y a énormément de personnes qui sont dans ces centres, il suffit qu'il y ait un soupçon, qu'il y en ait un qui soit positif ou que, voilà, pendant tous les mois qu'a duré la crise du Covid, ces centres ont été vraiment fermés au monde extérieur. Et donc, ce sont des jeunes qui ont eu vraiment tous leurs contacts coupés avec leur avocat, mais aussi avec leur tuteur. Donc là, c'était vraiment au premier moment, vraiment la crise, ce confinement, tout est fermé. C'était aussi très compliqué parce que, par exemple, on n'arrivait plus à contacter les CPS parce que tout le monde était en télétravail, mais ils n'avaient pas pensé d'adapter que les travailleurs devaient avoir un GSM, par exemple les assistants sociaux au CPS, à la maison, un GSM, accès à leur mail, le système interne ne fonctionnait plus et donc en fait tout était un peu bloqué, mais sauf qu'on
Nous, on avait encore des gens devant nous qui avaient besoin de soins de santé, qui avaient besoin de carte médicale, qui avaient besoin de plein de choses. Et donc, ça prenait aussi beaucoup, beaucoup de temps. Tous les services de soins de santé étaient saturés, fonctionnaient au ralenti, beaucoup plus fermés qu'habituellement. Et donc, il y a tout un aspect de notre travail qui était plus compliqué à mettre en place. C'est assez fréquent qu'on accompagne les gens à des rendez-vous médicaux, à des rendez-vous dans les CPS ou dans les communes, parce qu'on a souvent un rôle un peu de médiation comme ça, entre la personne et la structure accueillante. Et ça, il y a toute une période où c'était plus possible du tout. Et puis, ça a été possible, mais avec difficulté. La plupart des hôpitaux psychiatriques ont fermé leurs portes, ils ont arrêté les admissions, et les services d'urgence étaient complètement saturés. Encore plus que d'habitude, c'était déjà une problématique qui était là avant le Covid, mais qui a été renforcée. Et donc, nous, c'est vraiment un aspect où on s'est retrouvés complètement démunis parce qu'en fait, on n'avait plus aucun moyen de répondre aux besoins des gens sur cet aspect-là, en tout cas. Il y avait un vrai problème suite aux violences policières faites vis-à-vis des jeunes dans le quartier des Marolles. Et donc, on a travaillé avec des juristes et avec des médecins et des psychologues pour relancer vraiment comment est-ce qu'on fait pour porter plainte, comment est-ce qu'on fait pour les constats, pour être nous aussi en tant que médecins bien formés pour faire des constats valides et efficients pour la suite d'une procédure de plainte et judiciaire. Une des premières réponses à cette situation a été de chercher de nouvelles places pour d'hébergement, d'augmenter la capacité d'accueil et les horaires d'accueil pour les personnes dans les centres. Quelque part, grâce à cette crise du Covid qui a montré une situation que nous, on clamait depuis longtemps, donc une situation de non-droit, de précarité extrême, toute cette situation est ressortie au niveau public, alors que ça restait caché, oublié ou nié. Et ça nous a permis d'aller vraiment dans des négociations politiques qui ont amené aujourd'hui, en 2022, la nuit du 17 au 18 mars, à la décriminalisation du travail du sexe quand même, ce qui est énorme. Un des avantages, ou en tout cas un des points positifs de cette crise, c'est que ça a beaucoup soudé le secteur d'une certaine manière. Le moment était tellement intense et il y avait quelque chose de tellement exceptionnel sous nos yeux. Je pense par exemple au fait de distribuer de l'eau en 2020 dans la capitale de l'Europe parce qu'il n'y a plus d'eau. Les fontaines sont fermées, les toilettes sont fermées et il y a des gens qui ont soif. Pas soif de bière comme on le voit au JT, non, soif d'eau. Il y avait un problème avec l'eau. Donc on se retrouve à distribuer des petites bouteilles d'eau, c'est quand même assez terrifiant. C'est un moment où on traverse aussi énormément de solidarité et de soutien entre les collègues. Donc nous, en tracteur Basseuil à Bruxelles, on a vraiment décloisonné à fond à ce moment-là parce que tous les gens qui ont continué à travailler avec les publics en situation de précarité avaient besoin les uns des autres. En tout cas, le fait de travailler en maison médicale, pour moi, c'était un vrai atout parce qu'on était une équipe de médecins, on était plusieurs. Donc quand il y en avait un qui était malade, on pouvait prendre le relais. On a eu une surcharge de travail en médecine générale, tant par les demandes d'ordre médical, tant liées à la santé mentale, etc. Donc le fait de travailler avec une certaine accessibilité et aussi le fait d'être une équipe pluridisciplinaire nous a vraiment donné une disponibilité dans un moment où c'était intéressant de l'être. En ce qui concerne les perspectives ou les souhaits par rapport à une nouvelle crise ou à une nouvelle situation comme celle qu'on a vécue avec la pandémie de Covid-19, c'est justement qu'on n'attende pas la prochaine crise pour pérenniser des solutions et créer des structures qui permettent un accueil digne et un accès aux droits, aux soins, aux liens des personnes migrantes à Bruxelles. Je peux simplement dire qu'au niveau local, on a vu des pratiques, par exemple, des CPS qui finalement accordaient beaucoup plus facilement des aides médicales urgentes parce qu'elles acceptaient que ça se fasse par téléphone, donc les personnes ne veulent plus se présenter sur place. Et donc, ça veut dire que ces pratiques pourraient continuer toute l'année,
Si elles ont pu être faites pendant le confinement, si ces gens ont pu avoir accès plus facilement à une aide médicale urgente, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça toute l'année finalement? Et sinon, vraiment, moi je plaide pour le développement d'équipes mobiles en fait. L'idée, c'est que c'est l'institution qui doit s'adapter aux personnes et pas demander aux personnes sans cesse de s'adapter à l'institution. Donc c'est de réfléchir à comment abaisser les seuils d'accès, comprendre la réalité de ces personnes et en fonction de leur réalité, de proposer des solutions adaptées. Les centres d'hébergement d'urgence, pendant le Covid, il y a eu cet accueil 24 heures sur 24, mais qui est essentiel. Et en fait, en crise, on voit qu'il y a des choses qui sont possibles, mais qui devraient rester sur la longueur, parce qu'en fait, fermer des centres, ouvrir des centres, changer de travailleurs sociaux, ben c'est toujours aussi les liens avec les personnes que tu perds. Et en fait, un accueil d'urgence 24 heures sur 24, c'est essentiel pour une reconstruction, pour un droit au répit, pour plein de choses, pour essayer d'accompagner les personnes au mieux et dans leur globalité. Et donc, ils l'ont fait pendant X temps, pendant la crise. Après, on peut dire que le sans-abrisme, le sans-chez-soirisme, c'est une crise toujours. Et donc, il faut continuer là-dedans et pouvoir ouvrir des hébergements alternatifs, avec peut-être une autre vision, avec peut-être moins de personnes. C'est tout ça. On a vu que pendant le Covid, c'était possible, et donc continuons là-dedans. Le dernier grand constat de cette étude rejoint l'accroissement en fait, de la dépendance de ces groupes sociaux précarisés aux services publics et aux services sociosanitaires de première ligne. Évidemment pour tous les besoins qu'incombe la survie ou la vie, boire, se soigner, se nourrir, se laver, se loger, se protéger. Et il faut vraiment saluer le fait que les services présentiels, qui ont continué à travailler en présentiel, ont fonctionné comme des bouées de secours. C'est-à-dire que le lien social qu'ils ont garanti à ces groupes sociaux précarisés s'est avéré vital. Ils ont permis une mise à l'abri généralisée, ils ont permis de répondre à la faim via des colis alimentaires. Et donc là où la santé, voilà, les mesures sanitaires ont réfléchi à protéger une majorité de la population au nom du droit, de la protection de la vie, finalement les acteurs et actrices de première ligne, de terrain, au nom de la vie et de la santé publique, ont finalement innové énormément, ont mené des projets et des initiatives qui ont transgressé les normes et les conditions institutionnelles, les cloisonnements institutionnels en place. Ils ont transformé leurs pratiques professionnelles pour, et c'est très important, garantir le primat du besoin de ces groupes sociaux précarisés sur leur statut. Quels sont les principaux résultats de cette recherche? Alors, la première, c'est que le Covid a été quelque part, à un moment donné, un moment pour ceux qui sont dans la précarité, dans l'invisibilité, vraiment un moment de rupture sociale, d'isolement, aussi parce que les administrations publiques ne répondaient plus, parce qu'il n'y avait pas encore vraiment du télétravail, que tout était compliqué, et c'est une population qui a vraiment souffert d'une rupture des liens sociaux. Et pour ce public-là, c'est important qu'à la fois les services publics assurent un service permanent et minimum en ayant un accueil au guichet, parce que les populations les plus précarisées ne fonctionnent pas ni avec le téléphone, ni avec le courrier, ni avec les emails. Elles vont rencontrer les personnels, les agents publics ou les travailleurs sociaux dans le public ou dans le privé. Et donc c'est important d'anticiper en réalité la précarité qui naît à la suite de la rupture de la continuité des services publics. Et ça, c'est vraiment fondamental, c'est vraiment important. Le deuxième, c'est que si on ne sait pas répondre de manière systématique aux besoins des gens, le fait de montrer une attention, et ça on l'a vu surtout peut-être avec les jeunes en scolarité qui étaient en décrochage, qui étaient un décrochage actif, c'est-à-dire qu'ils n'allaient plus non plus suivre les cours, même en visio, ou qui n'avaient plus le plaisir d'étudier parce que ce n'était pas les bonnes conditions. Le fait qu'il y ait des personnes, des éducateurs qui font le lien et qui gardent en demandant comment vous allez. Moi, je me rappelle quand je donnais cours en ligne, la première chose que je disais aux étudiants, c'est comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Je commençais par ça. Alors, je ne dis pas que c'est
bien, voilà, mais c'est une manière de dire on s'intéresse à vous et on vous reconnaît. Et maintenir ce lien-là me semble quelque chose qui est très important, indépendamment de toutes les difficultés matérielles, psychologiques que vivent par ailleurs les personnes. Et la troisième grosse leçon que je retiens quand même, c'est je pense que ceux qui étaient dans des métiers essentiels que sont des médecins, des professeurs, des psychologues, des travailleurs sociaux, des éducateurs de rue, ont fait un travail énorme auprès de ces populations-là. Et ils ont inventé aussi des manières de travailler en collaboration qui permet aussi de sortir du champ dans lequel on est, de l'éducation, de la médecine, de la psychologie, pour travailler ensemble de manière transversale. Et je pense que ça, il faut le garder aussi pour le futur, même si le Covid est fini, parce que là, il y a des innovations nouvelles qui ont été faites. Il est vrai que tout ça a bénéficié de beaucoup plus d'argent que d'habitude, parce que le Covid a conduit aussi à ce que les pouvoirs publics attribuent plus d'argent. Mais ça a démontré aussi que c'est en dépensant plus l'argent public que l'on permet de mieux répondre aux problèmes sociaux que vivent les personnes. Et ça, c'est une leçon qu'il ne faut pas oublier, parce que revenir juste dans la pénurie financière et dans la restriction budgétaire ne va pas permettre de répondre à toutes les fractures sociales et les inégalités sociales qui sont vécues dans une ville comme Bruxelles. La crise du Covid-19 est donc une crise foncièrement sanitaire, foncièrement sociale également, mais qu'on peut l'appréhender comme une crise. On peut également l'appréhender comme un moment critique, c'est-à-dire qu'au lieu d'être finalement focalisé sur la sidération, sur tout ce que la crise a provoqué comme rupture, on peut s'attarder sur toutes les transformations et dynamiques qu'elle a mis en place, qu'elle a initiées, qu'elle a fait émerger. Et donc, finalement, on doit retenir que si la statistique publique a du mal à saisir les publics invisibilisés, et donc peut-être parfois à prévoir des projets ou des politiques publiques qui puissent s'adresser directement à ces groupes, qui puissent les inclure, il est vraiment important de partir du savoir local, actualisé, professionnel, des personnes de première ligne de terrain, qui par ailleurs ont développé des initiatives et des innovations de façon extrêmement rapide et qu'elles ont des bonnes pratiques à mettre en œuvre, à garantir pour des périodes de crise, mais également sur un temps long, pour finalement favoriser des politiques qui allient à la fois le social et le sanitaire.